bonjour chez vous, bonsoir chez vous, bienvenue sur La Voix de la Voix. Ce soir, j'avais une surprise et j'ai invité une personnalité qui, elle, va nous raconter un petit peu son cercle d'influence. J'ai braqué mes projecteurs sur elle parce que j'avais envie de parler de cet homme. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai été un admirateur pour son travail, sa dévotion et son leadership. Et j'ai hâte de vous présenter mon invité ce soir. J'ai envie de vous dire, si vous tombez sur notre plateforme, si vous ne connaissez pas notre émission La Voix de la Voix, vous êtes vraiment tombé sur la bonne plateforme, la bonne émission. J'ai envie de vous dire, connectez-vous, partagez, partagez, parce que vous allez être surpris. Vous allez être surpris, pourquoi? Parce que ce soir, un homme va vous parler. J'ai envie de toucher la sensibilité d'un entrepreneur. J'ai envie de toucher la corde raide, la corde raide d'un homme qui a baissé les bras parce qu'il a rencontré la difficulté. Je voulais parler à une femme, je voulais parler à une chef d'entreprise, je voulais parler à quelqu'un qui n'arrête pas de frapper sur un mur. Et j'ai envie de vous parler de l'histoire de Monsieur Éric Fabre. Monsieur Éric Fabre. C'est un homme, j'ai envie simplement de vous présenter cet homme. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui va faire tout simplement son témoignage tout à l'heure. J'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, prenez la bonne place, prenez la bonne assise. J'ai même envie de vous dire, prenez de quoi noter, je vous prie. Parce que ça vaut le détour. Croyez-moi. Notre objectif, en tant que la voix de la voix, c'est effectivement de rencontrer des personnalités et d'aller dans leur cercle d'influence et de permettre, oh guys, il est là. Bonjour, Comment vous allez? ça va bien? Je suis content de vous parler et c'est pour moi un grand honneur, Attends, vous savez. je règle un peu. Voilà. Vous Enchanté. m'entendez? Vous Je m'entendez? t'entends. Je Parfait. t'entends. Je vais me permettre de garder le vouvoiement. Vous pouvez me tutoyer, il n'y a aucun problème. Mais je suis un fan de vous. Pourquoi? Parce que euh, pendant que j'étais dans une petite turbulence dans mon activité professionnelle en tant que coach, en tant que préparateur, en tant qu'homme passionné du métier du sport et en même temps thérapeute, j'ai lu votre histoire dans un magazine et je me suis dit, il faut que je m'accroche à cet homme parce que j'ai voulu travailler pour vous. Et malheureusement, j'avais pas le profil en ce temps-là pour pouvoir faire partie de votre équipe. Et j'étais déçu parce que j'avais tellement envie de travailler avec vous par rapport à ce que je percevais de votre leadership. Mais que cela ne tienne, je suis heureux de vous rencontrer dans d'autres circonstances et j'ai envie de vous parler de vous. Merci d'avoir accepté de nous parler. Je vais vous Avec poser la, plaisir. je, je vais vous poser la question, qui est Monsieur Éric Fabre? Déjà, bonjour à tous les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Qui est Eric Fabre? Écoute, je suis né le 27 décembre 1963. Je vais avoir 60 ans en fin d'année. Je suis un petit-fils de paysan, autodidacte donc. J'ai créé ma première entreprise, j'avais à peine 25 ans. Donc, je n'ai connu que l'entrepreneuriat dans ma vie. Étant donné que je n'ai pas fait d'études, ben effectivement, j'étais assez, je dirais, je n'avais pas beaucoup de connaissances à mon démarrage. Et cette connaissance, j'ai pu l'acquérir par l'expérience. Donc, avec les valeurs que j'avais apprises dans l'exploitation agricole de mes grands-parents, à savoir la valeur du travail, du courage, du respect, du partage, et puis surtout du service client, c'est-à-dire toujours faire les choses correctement et quand on n'est pas capable de les faire correctement, ne pas les faire. Voilà, donc, ou tout au moins se donner tous les moyens pour pouvoir faire les choses correctement. Donc c'est un petit peu mon bagage du début. Et puis ensuite, je pense, j'ai la chance d'avoir une grosse énergie, comme on dit, un hyperactif, que j'ai pu passer dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le sport. Et puis après, j'ai fait des formations, bien sûr, de naturopathie, d'iridologie, de coaching sportif, une partie d'ailleurs au Canada où tu es aujourd'hui. Et puis, tu sais, comme tu disais, c'est une vie de passionné, une vie de guerrier. C'est ce que j'aime beaucoup, les guerriers de lumière de Paul Coelho. Je me ressens vraiment dans ces guerriers, en fait. C'est des guerriers de lumière qui passent leur vie à entreprendre, à partager, à essayer d'être le plus bienveillant possible.
merci pour cet éclaircissement. Moi, j'ai envie de regarder une autre facette de l'homme. J'ai envie de regarder plus la facette de l'entrepreneur, la facette du guerrier, la facette du leader. Ce qui m'intéresse, c'est que vous avez fait énormément de choses dans le milieu du sport business et même de la compétition et même du body et du culturisme. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques, c'est très long parce que je crois que on va faire une autre session avec votre emploi du temps. Je sais que vous êtes très chargé, très demandé, vous êtes très actif. Et aujourd'hui, vous êtes dans le continent africain. On reviendra aussi là-dessus, mais c'est un premier contact et je voulais permettre que les gens connaissent un peu votre profil. Je voulais permettre que les gens portent un petit peu plus le regard sur vous. Pourquoi aujourd'hui vous êtes du côté de l'Afrique? Pourquoi je suis du côté de l'Afrique? Tu sais, je travaille en Afrique depuis 1996, où je suis venu la première fois avec ma sacoche pour prospecter. C'était mon côté un petit peu aventurier. En 96, l'Afrique n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Le Sénégal, Dakar n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. J'ai commencé à pousser des portes comme on pouvait les pousser à Lyon, à Paris ou en France. J'ai rencontré des gens. Ces gens m'ont fait confiance, notamment la pharmacie Guigon, en la personne de Bernard Guigon, avec lequel je travaille encore 28 ans après avec lui. Et puis, ça a été toute ma vie, en fait. Tu sais, j'ai toujours été attiré par l'inconnu. Je pense que l'inconnu, c'est là où on a des choses à faire, on a des choses à apprendre. C'est là où on peut échafauder une expérience qualitative. On sort de nos zones de confort, on ouvre notre état d'esprit et puis on se confronte des fois, comme tu l'as dû le vivre dans ta vie, à des difficultés qui ne sont pas forcément celles qu'on a abordées dans notre éducation ou que ce soit dans la scolarité, mais c'est une vraie expérience et c'est là où on peut évaluer un petit peu nos ressources et essayer de comprendre comment on va faire notre chemin d'entrepreneur. Et moi, mon chemin était vraiment axé sur l'international, puisque mon groupe exporte dans 72 pays. J'en ai ouvert pratiquement 40 tout seul, alors que je ne parlais pas anglais. L'Afrique, c'est un continent qui m'a toujours attiré parce que j'y retrouvais déjà ces valeurs familiales, ces valeurs de village, cette humanité. Même si on ne sait pas ce qu'on va manger la semaine d'après ou même le lendemain, on s'est rigolé, on s'est chanté, on s'est partagé, etc. Et dans le monde de l'Occident aujourd'hui, et notamment la France, ce sont toutes des valeurs qui se sont perdues, que j'ai connues quand j'étais enfant. Et je dirais que cette Afrique m'a permis de retrouver mon humanité, tout en gardant mon côté entrepreneur avec 40 ans d'expérience en plus. Bravo, bravo. Moi, j'ai envie de vous dire bravo. Mais j'étais en train de me repasser mon film quand j'allais vous parler ce soir. J'ai omis de vous demander comment est-ce que vous allez. Comment est-ce que se porte votre famille? Ma famille va très bien, je vais très bien. Dieu merci, je pense que j'ai une très très bonne étoile sur ma tête qui me guide. J'ai toujours été très attiré par ce monde de l'invisible, ce monde spirituel où je me suis remis 100%. Je ne me crée pas des problèmes superficiels, des problèmes qui ne servent à rien, si ce n'est créer, générer des maladies, si ce n'est créer, générer des barrières. Donc j'essaye de lever tout ça de manière spontanée, de manière instinctive, et j'essaye de fonctionner avec un mental un petit peu, je dirais un état d'esprit un peu archaïque, mais qui est connecté avec notre environnement plus qu'avec les bidas des bourses et des finances. Ok. Moi, je vais rentrer sur l'aspect du sport business et parler particulièrement de ce qui est aujourd'hui le bien-être ou tout ce qui touche au complément alimentaire. Vous êtes connu aujourd'hui comme un loup blanc, qu'on le veuille ou non, que vous soyez aimé ou contesté. En tous les cas, vous avez tracé votre chemin. Et sur cette première partie, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur les trois chaînes, mettre l'accent sur le laboratoire, or que vous n'êtes pas scientifique, vous n'êtes pas laboratin, et vous avez créé une firme qui a ébranlé même jusqu'aux Américains. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Dites-moi, racontez-nous en quelques mots, comme on dit. Tu sais, je suis né, moi, dans la campagne, dans la nature, et j'ai été élevé par mes grands-parents avec les plantes, avec l'utilisation de toute notre faune, notre flore et notre environnement.
On a appris à maintenir notre homéostasie, c'est-à-dire notre équilibre avec les éléments que l'on avait autour de nous. En toute liberté, encore à l'époque, il y a 50 ans. Le monde de la pharmacie, le monde de la chimie, aujourd'hui, c'est un monde de la finance. C'est un monde, malheureusement, où aujourd'hui, on ne veut pas une population et un peuple qui soit libre, qui soit autonome et qui comprenne sa physiologie, son bon fonctionnement et qui soit capable, en toute autonomie, et déjà et d'une, de ne pas tomber malade, et de deux, sur des petits mots du quotidien, de pouvoir trouver les solutions naturelles, parce que le naturel ne se brevette pas et que ça fait pas des millions d'euros. On est dans un monde aujourd'hui où la simplicité aujourd'hui est bannie. C'est presque devenu une insulte de dire que quelqu'un est simple. Mais malgré ça, on cherche la facilité. Donc on est dans un monde assez complexe et je dirais qu'aujourd'hui, le monde de la santé veut plus des gens malades. Ça rapporte beaucoup plus d'argent que des gens en pleine forme et en pleine santé comme moi qui rapportent pas de copains. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai été atypique de par mon cursus, puisque c'est un cursus que j'ai appris sur le terrain, que j'ai validé, que j'ai expérimenté. Et puis, bien sûr, au fil de ma carrière, je me suis entouré de véritables professionnels, que ce soit des chercheurs, des ingénieurs, des nutritionnistes, etc., puisque j'ai toujours été avide d'apprendre et surtout de pouvoir mettre sur le marché des produits qui soient efficaces, qui soient qualitatifs, pour qu'on puisse satisfaire les consommateurs, parce qu'un consommateur satisfait, c'est un consommateur fidèle. Aujourd'hui, comment se porte votre laboratoire? Comment se porte votre groupe? Comment se porte votre compagnie? À merveille. On a enregistré les plus gros chiffres au mois de juin de toute notre histoire. Donc, tu sais que j'ai vendu une grosse partie de mon groupe l'année dernière. Qu'il me reste aujourd'hui la marque Eric Favre et je concentre maintenant toute mon énergie sur le développement de la marque Eric Favre. Et le groupe est en croissance à 2 chiffres depuis de nombreuses années, malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées en France en 2019, qui m'a un petit peu freiné moi personnellement, mais en aucun cas mon groupe. Et aujourd'hui, le groupe continue sa croissance, continue à ouvrir des pays, est très fort aujourd'hui en Asie, au Moyen-Orient, et avec ma position aujourd'hui en Afrique et ma volonté farouche de développer le continent africain en vrai africain et non pas en français qui vient conquérir l'Afrique. Je veux vraiment développer ce marché-là en africain, en Afrique, pour les Africains et avec les Africains. C'est très bon ce que vous dites. Mais si on revenait un petit peu, je ne veux pas vous remettre le couteau dans la plaie comme on dit, mais quel était votre état d'esprit quand vous avez subi le rouleau compresseur du système et faire face à toutes ces accusations qui étaient contre vous? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec votre famille? Je me suis dit, alors ma famille était complètement assommée. J'ai été assommé aussi le début, parce que tu sais, quand tu es un entrepreneur, que tu fais que bosser 7 sur 7, comme on peut le faire comme un paysan dans sa ferme, qui est obligé de s'occuper de ses animaux 7 sur 7. Moi, ce n'était pas des animaux, c'était des produits des clients et des marchés, mais voilà, c'était cette culture travail. Et cette culture travail, aujourd'hui, elle est plus du tout comprise par nos pairs et par nos dirigeants. Et surtout, quand ce travail génère de la richesse humaine et matérielle, et qu'on est un petit autodidacte qui ne fait partie d'aucune confrérie, d'aucun syndicat, d'aucun rien du tout, qu'on est considéré comme un sauvage primaire, mais qu'on réussit dans le monde de la pharmacie, dans le monde du sport, c'est quelque chose qui dérange parce que ce n'est pas compris. Et tu sais, on a toujours crainte et peur de la différence. On a peur du voisin, on a peur du noir, du blanc, du gars qui est islamique, l'autre qui est catholique. On en oublie notre réalité d'hommes et de femmes de bonne volonté. Et j'ai subi tout ça. J'ai lâché prise. Tu sais ce que j'ai toujours fait, je lâche prise, je pardonne et je lui mets de l'amour. Et la vie passe et je ne rentre jamais dans la haine. Tu remarqueras que dans toutes ces années, je ne suis jamais rentré dans la polémique, dans la haine. J'ai accepté. C'est une injustice qui a été monstrueuse.
mais je crois dans l'univers ou en Dieu, peu importe, tu le sais, mais je crois dans cette force et je pense que notre pensée, notre façon de faire, notre façon d'agir, notre façon de nous comporter face aux difficultés font que ça nous renforce et en aucun cas cela m'a abattu. Ça a changé ma trajectoire, c'est clair. Je me suis retrouvé à un moment avec, en faisant le tour du monde. Après, je me suis retrouvé enfermé dans 10 mètres carrés. Mais j'ai plus souffert pour ma famille que pour moi-même, parce que je considère que ma vie a toujours été magnifique, qu'elle a été relativement, je dirais, exemplaire dans ce que je savais faire, avec ce que j'avais, et que ma contribution à mon pays, à ma nation, est beaucoup plus positive que négative, dans la mesure où j'ai contribué à la richesse de mon pays, tant dans la création d'emplois, de la création de richesses également, que ce soit direct ou indirect. Donc, je suis bien avec moi-même. Et tu sais, à partir du moment où on est bien avec soi-même, on est bien avec tout le monde. Les mots que vous utilisez avec autant de légèreté, avec autant de finesse ou avec autant de facilité, moi, me secouent, viennent me chercher parce que j'ai regardé votre histoire. J'ai été fasciné parce que je voulais m'engager, je le disais tantôt dans le début de l'interview, j'ai voulu changer ma trajectoire en me connectant à ce que vous faisiez dans votre leadership parce que justement, l'Afrique déjà m'intéressait en 2018-2019. Pour revenir je suis originaire du Gabon. Je salue en même temps les Gabonais et tout le continent africain. J'ai pensé que déjà en 2012, j'étais en train moi aussi de pousser les portes parce que je voulais parler du sport de haut niveau et de l'équipement. Et je n'avais pas été compris par les liens. Et je suis arrivé de France parlant comme un Français, ayant un nom français. On m'a blacklisté. Mais quand j'entends votre histoire, moi j'ai encore tout à apprendre. Vous étiez au sommet de votre gloire. Vous étiez en train d'organiser quelque chose qui n'avait jamais été organisé en France et même en Europe et même aux États-Unis. Vous étiez en train de réunir des choses qui étaient brisées, qui étaient effleurées. Et vous étiez en train d'organiser un grand événement. Je me rappelle parce que j'étais en train de prendre le train. Je ne voulais pas prendre l'avion pour descendre à Nice, mais j'étais dans le train. Je me suis dit, je voudrais déguster ce trajet parce que je vais rencontrer en somme le grand Éric Fabre. Et j'arrive sur Nice, j'apprends qu'il y a plus d'activité. J'apprends que le grand patron Éric Fabre a été arrêté et en garde à vue. Mais c'était la folie. La folie de savoir que je suis allé à la salle de spectacle parce que j'avais un ami qui était proche de vous, qui était dans le staff, qui avait organisé des choses. J'ai vu la grandeur de ce que vous étiez en train de réaliser et qui allait faire du bruit. Mais est-ce que vous n'avez pas dérangé le système des autres? Est-ce que vous n'avez pas dérangé le business des autres? Et est-ce que vous n'avez pas dérangé les vieux qui étaient là et qui ne veulent pas laisser la place? Je pensais que ça se passait seulement qu'en Afrique, mais je crois que ça se passe aussi en France. Et j'ai vu ça de mes propres yeux. C'est pour ça que j'avais qu'une hâte, et le temps fait raison. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler. Tu sais, je ne pense pas que ce soit des concurrents ou des choses comme ça. C'est un système dans lequel on vit aujourd'hui. Tu sais, la France aujourd'hui est un pays vieillissant, un pays où les gens sont très jaloux, où nos institutions aujourd'hui, quand on ne fait pas partie de leur sang, de leur environnement, et qu'on n'est pas dans la compromission et autres, ils ne supportent pas que des électrons libres, on va dire comme ça, fassent leur boulot et le fassent bien. Parce que je pense que la compétence, que le renouveau ne viendra jamais des politiques et jamais du haut, il viendra du bas. Et moi, je suis un homme du peuple et je suis un homme du bas. Et je pense que c'est à nous, c'est notre devoir, nous, gens du peuple, qu'on soit ouvriers, artisans, entrepreneurs, commerçants, de prendre notre courage à deux mains et de ne pas se laisser impressionner et ni de se laisser orienter dans une direction qui n'est pas la nôtre et encore moins celle de notre nation et de notre humanité. Donc il faut se battre. Donc effectivement, cet événement était monstrueux
On avait tous les Américains. Jim Manion voyait en ça un Arnold de classique européen, pour reprendre ça. Mes équipes ont travaillé comme des fous. J'étais extrêmement fier d'eux et je les remercie encore aujourd'hui. Oui, ça a été une grosse déception. Mais ce que je n'ai pas fait à Nice en 2019, je le ferai probablement en Afrique dans les années à venir. Et tu sais, il y a toujours une justice dans la vie. Ça devait être mon destin, ma trajectoire. Et je pense que, tu sais, je suis un homme heureux. J'ai toujours été heureux, même quand j'étais entre quatre murs. J'ai toujours eu le sourire parce que j'ai cette capacité à m'adapter là où je suis et de toujours puiser et regarder le meilleur. Et aujourd'hui, je n'ai jamais été jamais si heureux de ma vie ici au Sénégal et en Afrique en général. C'est pas facile. Je suis un toubab blanc qui arrive, qui est la proie et la cible idéale pour beaucoup. Mais beaucoup de mes amis me disent « Mais t'es un malade, tu vas avoir 60 ans, qu'est-ce que tu fais là-bas, etc. » Ils vont te manger, ils vont tout te prendre. Mais je dis « Qu'est-ce que mes amis africains aujourd'hui, quels qu'ils soient, du haut, du milieu ou du bas, peuvent me faire de plus que mon propre pays m'a fait, où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai développé, où j'ai créé, qu'est-ce qu'il peut me faire de plus? J'ai peur de rien, tout simplement. Donc on continue avec le maximum de bienveillance et tu ne peux pas savoir, comme je suis heureux aujourd'hui d'aider ces jeunes Africains et je suis 100% africain, je ne fais plus travailler un seul Français, je travaille qu'en Afrique et pour l'Afrique et je suis motivé à bloc. Quoi qu'il arrive, pour moi, le plus important, c'est le chemin que je vais y faire. Ce n'est pas la réussite et autres, parce que ça, c'est la fin. Mais c'est le chemin que je suis en train de faire. Et ce chemin, pour moi, il est magnifique. Alors, je vis différemment. J'investis beaucoup. Mais au lieu d'aller acheter des villas ou une maison à Saint-Tropez en France, je préfère investir ici en Afrique et aider des jeunes à trouver leur voie, à reprendre la foi un petit peu dans leur pays aussi. Et puis, je t'avoue que je suis un petit peu un militant pour le panafricanisme aujourd'hui, parce que je pense qu'en Afrique, tout n'est pas perdu, contrairement à chez nous en Europe. Excusez-moi de rire, parce que c'est ce que je pense profondément et c'est ce que je ne cesse de dire. Je dis le continent doit retrouver ses lettres de noblesse. Oui. Et les lettres de noblesse, il faut des personnes engagées. Il faut des personnes qui mettent la main à la pâte. On ne veut plus trop parler, on veut agir. Agir comment? Si on a des partenaires comme par exemple Monsieur Fabre, si on a des partenaires comme les leaders qui sont là, qui sont les dirigeants, on doit fonctionner avec eux malgré la politique. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Monsieur Fabre. Il a dit il ne faut rien attendre des politiques. Il faut aller les chercher et imposer un système, une dynamique qui permette de conjuguer avec eux. Monsieur Fabre, excusez-moi, j'ai entendu votre histoire et vous avez dit, quand vous êtes rentré en prison, vous étiez déphasé. Mais j'ai entendu cette phrase dans votre discours, dans ce que je faisais comme recherche. Vous avez dit à quelqu'un, vous êtes rentré en prison et du jour au lendemain, vous passez de votre maison, de votre Ferrari, de vos bottes, de votre cuir, de votre salle, de vos équipes qui commençaient à prendre de leur... et vous êtes retrouvé dans une prison où des gars hurlent, c'est un autre monde. Et puis vous avez dit, vous êtes rentré en prison et puis dans votre cellule, il y avait un petit jeune. Et vous vous êtes mis à parler à ce jeune, or que vous venez d'essuyer un tsunami. Vous venez d'essuyer quelque chose. Vous aurez pu vous dire, j'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de causer avec quiconque. Mais vous avez ouvert la bouche. Vous avez commencé à faire des push-ups. Vous avez commencé à vous entraîner. Vous avez pris conscience que il fallait pas vous laisser abattre, quel que soit le système ou ce qu'on voulait faire de vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui essuie les échecs, qui a tout perdu et qui dit j'arrête, ce n'est pas pour moi. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Tu sais, l'échec n'est pas une finalité. L'échec est une expérience. Et je pense que trop souvent, les gens s'arrêtent à 1, 2, 3 échecs. Les échecs doivent nous apprendre. Il y a quelque chose qui n'est pas en phase et qui est peut-être en dysfonctionnement avec ce que l'on est, où on évolue. Et il faut apprendre de ces échecs. Et tu sais, c'est quand on continue, là où les autres s'arrêtent, c'est comme ça qu'on réussit. C'est ce que dit le proverbe.
Et ces échecs, c'est de ces échecs-là, la manière dont on les passe avec l'énergie et l'honneur et la loyauté et le courage avec lequel on les place, que naît la victoire et le succès derrière. Et c'est ce qui fait la différence entre des gens qui arrêtent à la première difficulté ou à la première douleur, au premier malheur. C'est qu'ils sont en échec et s'ils ne continuent pas et ne se remettent pas en question et repartent à l'assaut avec de la foi et en se disant que cet échec est qu'une étape et une leçon pour devenir meilleur, pour pouvoir réussir demain, eh ben, on peut y arriver. Mais on est dans un monde, tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure, de la facilité. Tout est facile, tout le monde veut faire facile. Donc pour faire facile, on fait complexe. Mais de faire simple, c'est dur. Parce que tu as vu, il faut, quand on veut aller en haut d'une montagne, la simplicité, c'est de tirer tout droit, comme un chevreuil ou un chamois. Mais c'est dur, c'est pas facile. Quand quelqu'un veut aller à la facilité, il va trouver des chemins, des trucs biscornus et des trucs comme ça pour pouvoir y arriver plus tranquillement, plus facilement et autres. C'est la grosse différence entre quelqu'un de simple. Moi, je suis quelqu'un de simple et je ne choisis jamais forcément la facilité. Autrement, je ne serais pas là aujourd'hui ici en Afrique. Mais je choisis la simplicité avec passion, avec cœur et avec engagement. Tu as dit le mot tout à l'heure. Je ne sais pas faire les choses sans être engagé à 100%. C'est impossible. Je vis ce que je fais, je respire mes entreprises, je respire mes actions et je n'ai peur de rien, je n'ai pas peur de perdre et je n'ai pas peur de gagner non plus parce que parfois c'est difficile de gagner parce que ça peut changer aussi ta façon de penser, ta façon de te comporter. Mais je pense qu'aujourd'hui, à 60 ans, il me reste encore de belles années devant moi si Dieu me prête la santé et que ce n'est pas aujourd'hui que le pouvoir et l'argent ne m'a jamais intéressé vraiment dans la réalité. Et ce n'est pas aujourd'hui, je pense, qu'il va me tourner la tête. Je vous remercie encore de partager ces choses parce que pour moi, c'est le cas d'école, c'est aussi un apprentissage parce que je suis un entrepreneur, on rencontre des difficultés et on se dit parfois quand on se couche le soir ou quand on se lève le matin, mais comment est-ce que je vais résoudre ce problème? Comment je vais faire face à ce problème? Je crois que je suis arrivé au bout. J'ai tant cravaché sur ça que j'y arrive pas, je trouve pas des solutions. Mais ma plus forte conviction, c'est que quel que soit ce qui m'arrive, je dois continuer. Même si je dois arrêter, mais je dois continuer. Et j'ai entendu ça de vous, et je suis tout autant béni. Passez-moi l'expression, ce sont mes convictions. Je suis tout autant béni de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Ça me montre à suffisance que je ne suis pas dans le faux. Je dois continuer, je dois m'accrocher. Et c'est difficile. La trajectoire de l'entrepreneuriat n'est pas facile. Personne ne se lève un matin et dit je vais créer mon entreprise. Et quand je commence à progresser, parce que le fruit du travail, c'est le labeur, le fait de pouvoir se lever, de répéter parfois les mêmes gestes, de se défaire d'un fournisseur et puis se remettre avec un autre partenaire, de recommencer et puis dire j'ai pas envie. Et puis jamais on ne peut imaginer qu'on puisse finir en prison. Et parfois même quand on finit en prison, et je finis avec ça, et quand on finit en prison, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourtant j'ai donné le travail, pourtant j'ai essayé de garder l'éthique. Monsieur Fabre, vous l'avez dit dans quelques reportages, quelques interviews, des personnes qui ont bien voulu vous parler et vous laisser la parole. J'ai envie de vous dire, tout le monde sait que dans le sport de haut niveau, il y a un moment donné, il y a du dopage. Il y a un moment donné, il y a une ligne à ne pas franchir. Même celui qui fait l'entraînement de manière anodine, à un moment donné, arrive à ses limites et se dit, je dois aller un peu plus loin. Si je dois aller plus loin, il faut que j'ai des bonnes chaussures. Si je veux aller plus loin, il faut que j'investisse. Et pour avoir un peu plus de performance, il faut que je prenne peut-être ça, il faut que je mange ça. Mais parfois, ce n'est plus suffisant. Et on se retrouve dans à la limite de la ligne. Je vais parler du doping, je vais parler des anabolisants. Quelle est votre pensée? Parce que vous avez dit, moi personnellement, j'ai touché, j'ai essayé parce que je voulais comprendre. Je voulais avoir des sensations, j'ai un certain âge, je voulais comprendre parce que je suis un chercheur, je suis un autodidacte, j'aime mieux comprendre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors, je vais un petit peu rectifier ce que tu viens de dire et la partie du dopage est même beaucoup plus grave de ce que tu dis. Quand on est un athlète de haut niveau, qu'on fait des compétitions à l'international, quand on est dans le bodybuilding ou dans d'autres sports, je ne vais pas les citer, mais il y en a beaucoup où il y a le dopage.
quand c'est du haut niveau, quand voilà, il y a beaucoup de dopage. Et plus il y a de l'argent dans le sport, et plus il y a encore du dopage, mais il y a tellement d'argent que les enjeux sont tellement énormes et que celui-ci ne sort jamais dans la presse et dans les médias. Le fléau aujourd'hui, il est dans toutes les salles de sport, où les petits jeunes de 16-17 ans aujourd'hui, il y a un gros engouement pour le fitness. Et il y a un trafic. Je n'ai jamais trafiqué de ma vie de stéroïdes, pas une seule fois, c'est clair. Je suis contre l'utilisation des stéroïdes, notamment pour des gamins qui ont 19, 20, 20 ans, 25 ans, 30 ans, peu importe, et qui aujourd'hui ont une facilité, parce qu'ils ont un désir aujourd'hui d'être musclés, comme on voit sur les réseaux sociaux. Et ça, très vite, moi j'ai 60 ans, ça fait 40 ans que je m'entraîne. Là, j'ai fait une tournée en France, il y a des gamins qui ont 19, 20 ans, au bout de 8 mois, ils voudraient être tous musclés. Qu'est-ce qui se passe? Ils croisent parfois des coachs mal intentionnés qui, pour les faire fonctionner, commencent à leur dealer un petit peu des anabolisants et des stéroïdes. Et on en trouve de partout, dans toutes les salles du monde aujourd'hui. Et ces gamins commencent à toucher ce genre de produits. Et c'est dramatique. Mais c'est vraiment un fléau. Après, il faut savoir que ce soit dans la police, les militaires, en prison, j'ai jamais vu autant d'anabolisants, de drogue. J'avais jamais vu de drogue de ma vie. J'avais jamais vu de cocaïne de ma vie. J'ai vu tout ça en prison pour la première fois. Donc, on est dans une hypocrisie totale. Et je suis foncièrement contre les stéroïdes et anabolisants. Mais je sais très bien que nombreux sportifs, et notamment des bodybuilders, quand ils font 120, 110, 130, 140 kilos, c'est pas en mangeant des protéines et des acides aminés et des pâtes qu'ils vont y arriver. C'est une évidence. Et je n'ai jamais dit le contraire, mais ça n'a jamais fait de moi. C'est pas parce que j'avais une équipe de bodybuilders que ça faisait de moi un trafiquant. C'est ce que la justice a voulu faire passer. Et il faudrait être vraiment un débile mental pour aller faire du trafic, pour gagner 3 balles, alors que j'ai un groupe qui faisait plus de 50 millions d'euros et qui était profitable pour aller me lancer dans une aventure comme ça. Il faudrait avoir un pet au casque, quoi, en fait. Et l'autre chose, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, moi, personnellement, j'ai fait de la nutrition orthomoléculaire, de l'hormonothérapie, etc. Je suis personnellement, et ça n'engage que moi, quand on arrive à avoir plus de 50 ans, notre taux de testostérone baisse, notre hormone de croissance baisse. Et j'ai toujours fait des visites médicales, des soins, comme le font Stallone, Brad Pitt, des gens qui ont de l'argent, etc., qui ont la chance d'avoir un peu d'argent, parce que malheureusement, la santé, c'est une question d'argent. Tu as remarqué dans la vie que les gens les plus beaux, c'est ceux qui ont le plus d'argent, et que malheureusement, il y a des gens qui ont une beauté naturelle, mais qui, au fil du temps, s'ils n'ont pas d'argent et n'ont pas la capacité de s'entretenir, ils n'y arrivent plus. Donc, on utilise l'hormonothérapie de manière dans l'anti-aging. Ça fait toujours pleurer de rire tout le monde, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, on a de bons résultats. Et j'ai 60 ans aujourd'hui. Je m'entraîne avec des gamins de 25 ans. Je n'ai jamais abusé dans ce genre de produit. Mais je le dis, et encore aujourd'hui, c'est vrai que je consomme de la testostérone en gel et que je consomme de temps en temps de l'hormone de croissance parce que ça fait partie de mon arsenal thérapeutique avec tous les compléments alimentaires pour rester en bonne santé, en bonne forme et pouvoir vieillir pas de manière prématurée. Et il n'y a rien ça ne concerne que moi et je suis ça sous suivi médical. Donc, je ne suis pas une langue de bois, je ne raconte pas de bobards, je suis toujours dans la vérité et je n'encourage en aucun cas les gens en dessous de 50 ans, en dessous de 45 ans d'utiliser ce genre de produit, hormis s'ils ont une pathologie ou ils ont une prescription médicale. Donc, il ne faut pas, sauf qu'aujourd'hui, on est dans un monde de débiles qui ne connaissent rien, y compris les médecins, ils ne connaissent rien du tout. Et aujourd'hui, on fait une confusion totale entre quelque chose qui est pris de manière sensée et intelligente, avec la conscience qu'à partir du moment où on booste un petit peu notre système hormonal avec un corps qui est vieillissant et un niveau cellulaire qui est différent, on prend un risque peut-être de développer un cancer et autres. Mais ça, il y a toujours 2 écoles. Il y a une école qui dit le contraire et puis il y a une école qui va affirmer que voilà, c'est dangereux. Mais il faut le faire toujours sous suivi médical et en aucun cas dans une autonomie au petit bonheur de la chance et simplement en se regardant dans la glace ou en écoutant un coach chimique qui va aller à la facilité et n'a aucun scrupule sur la santé des jeunes gens. C'est bon ce que vous dites parce que vous dites, moi, ça n'engage que moi, je prends ça et je sais ce que je prends.
parce que j'ai étudié dans ça, j'ai fait de la recherche dans ça, et non Et je suis seulement suivi. ça, je suis suivi. Je suis suivi par un spécialiste. Et, Et c'est et, et ridicule. vous dites, Et ce que je prends est ridicule. Ça n'a rien à voir avec des doses de cheval qu'on trouve dans le sport. non, non, j'en conviens, parce que imaginez, vous faites un rhume, on vous donne un package de médicaments, et dans ces médicaments, on sait ce qui se passe dans ces médicaments. Juste la question hormonale, juste le dérèglement hormonal, on peut en discuter longtemps. On sait de quoi on Oui. parle. Donc, on a déjà vu des spécialistes, et surtout dans le monde du cyclisme, on a vu des personnes qui ont chopé un rhume, on leur a donné quelque chose juste pour le rhume, et ça fait monter des taux. Enfin, on va pas rentrer Non, dans ces non, non, choses, c'est non. pas le débat. C'est un autre sujet. C'est pas le débat. On attendra un autre numéro pour parler avec Eric Favre concernant ça, sur les compléments alimentaires. Eric, j'ai vu, sauf erreur de ma part, j'ai vu que vous vous êtes diversifié et que vous avez créé votre ligne d'équipement professionnel pour les salles de sport. Est-ce que je me trompe? Oui, alors effectivement, en 2019, j'étais en plein développement textile, matériel de fitness, salle de sport. Il y avait un gros projet qui était signé à Dubaï, un autre gros projet sur Lyon. Tout est tombé au moment de l'affaire. Et là, maintenant, je reprends progressivement. On a ouvert un grand club à Abidjan, donc dans la zone 3, donc en licence, en Guinée, à Conakry, très Yeah. récemment, au Maroc, à Casablanca. Il existe des Eric Favre en licence. Et puis en France, on a 6 clubs en France, dont un que j'ai en nom propre à 100% et un autre en association. Et puis, la vie fait qu'aujourd'hui, je suis focusé et concentré sur le continent africain. Et je vais développer tout ce qui est structure qui va aider les jeunes athlètes africains à rester en Afrique et arrêter de partir en France, au Canada ou aux États-Unis pour aller chercher des structures que l'on peut avoir ici. On peut avoir toutes les compétences et c'est notre devoir aujourd'hui de garder nos jeunes gens, de pouvoir les former, de pouvoir leur offrir des structures et même de faire venir des gens de l'étranger ici à Dakar ou en Afrique. Parce que franchement, on est quand même beaucoup mieux ici à Dakar, à Sali ou à Saint-Louis, c'est ce que je dis souvent, qu'en région parisienne au bord de l'autoroute et des trucs comme ça. Voilà. Et on est dans un environnement, j'ai un club avec qui je travaille à Hambourg, training, on est au bord de la mer, on a des rings, on a du matériel, c'est magnifique. C'est pas le dernier cri, donc on va les aider à se développer. Mais quand j'ai des gens qui viennent du Maroc, de France, ils ont l'impression d'être au paradis, quoi, tu vois. Et comment ça se passe pour vous avec les locaux, justement, dans ce pays, au niveau du Sénégal, avec, par exemple, le Maroc? Comment est-ce que les relations, les connexions se sont faites? Vous êtes arrivé, vous avez poussé la porte, vous êtes allé frapper, vous dites, je suis un expatrié, mais j'ai ça comme bagage. Comment est-ce que ça s'est passé, en fait, pour pouvoir justement faire tout ce que vous avez pu réaliser? C'est fait de manière beaucoup plus simple, c'est-à-dire que bon, j'ai un distributeur ici au Sénégal depuis quelques années, comme je te l'ai dit, je travaille depuis 96. D'accord. Après, je suis venu, c'est des rencontres, des discutes, des challenges, l'envie d'aider certains athlètes. C'est comme ça que je suis rentré dans la lutte en ayant croisé Tafatine et son manager. Tafatine était en difficulté depuis quelques années au niveau de ses combats. J'ai aimé le gars, j'ai vraiment apprécié ce type, ce colosse. Son manager m'a bien vendu aussi sa carrière. Et de là, j'ai rencontré des promoteurs. Et puis, c'est mon côté entrepreneur. On prend des risques, on y croit, on y va. Et bon, c'est vrai que j'ai mis un petit peu de moyens au départ. Faire ce qu'aujourd'hui on dit du Eric Favre, hein, c'est-à-dire du grand, Hum, du beau et du différent. Et puis, on a commencé à faire notre boulot sans rien demander à personne, en étant 100% africain, contrairement à d'autres qui viennent avec des structures européennes, du personnel européen. Moi, j'ai travaillé uniquement avec des gens ici en Afrique. Et puis, on a enchaîné une compétition championnat d'Afrique de kickboxing avec des partenaires locaux. Ensuite, la lutte aux arènes, après le drapeau du président. Là, j'organise la fin de semaine les championnats de taekwondo avec le comité olympique et le comité des sports, avec les sélections pour les Jeux olympiques. Donc, c'est un gros événement. On va monter des événements sur les plages. J'ai lancé une boisson énergétique avec des partenaires aussi, Jambar Power. Donc, et puis voilà, on a beaucoup de choses en cours.
Donc, on a société d'événementiel, distribution de nutrition sportive et parapharmacie. Et puis, société de communication, on fait des clips, on est autonome à 100%. Voilà. D'accord. Le Ok. vrai paysan. Non, non, je suis content pour vous parce que vous retrouvez votre force d'entrepreneur, vous retrouvez votre force d'aigle pour pouvoir justement déployer vos ailes dans un marché qui est complètement différent de ce que vous avez pu faire en France, mais qui reste encore tout à faire parce qu'il y a personne, il y a vraiment, vraiment personne. Et je vous dis chapeau bas parce que moi j'ai essayé, je continue à essayer et bravo parce que même moi en tant qu'Africain, quand je suis allé frapper aux portes, c'était difficile parce qu'il fallait qu'ils comprennent. Ils sont très politisés, c'est dans un autre système, c'est particulier. Donc vraiment, je suis ravi. Sachez que, allez-y, vous voulez peut-être dire quelque chose? Ouais, je dirais, tu sais, la chance et la force que j'ai frappé à aucune porte. Hein. Jamais. J'ai fait ce que j'avais à faire avec les gens avec qui j'étais, mais je n'ai jamais frappé à la porte de personne. Jamais. Yeah, Voilà. Et je l'ai fait. Alors, j'ai investi, donc j'avais la chance de. Si tu veux, tout ce que j'investissais sur ma marque avant à l'international, je l'ai concentré aujourd'hui sur l'Afrique. Donc, parce que j'ai focusé sur l'Afrique, parce que j'y crois, parce que je pense que le continent africain, je me sens bien ici. Et donc, dans une vie d'homme, se sentir bien dans un environnement, c'est comme yeah, toi quand tu es gamin, que tu nais dans ton village, que tu es heureux avec tes parents, avec ta famille, avec les gens du village, bah, tu as envie de donner le meilleur de toi-même. Moi, dans mon pays, en France, j'étais plus heureux, j'étais plus bien, je suis pas heureux. Ici, je suis bien, je suis heureux. Comme partout dans le monde, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des jaloux, mais ça fait partie de la vie. Et j'ai décidé aujourd'hui, pour les 20 prochaines années, dans le focus, c'est de m'investir et de travailler avec les gens du peuple. Quoi, avec voilà. Et je respecte profondément tous les politiques parce que je sais que le métier de politique, c'est un métier qui est difficile, qu'il faut un profil particulier qui n'est pas mon profil. Mais on n'est pas là pour se critiquer et se taper dessus. On est là pour un but commun. C'est notre pays, notre nation, qui est donc le Sénégal et après plus largement le continent africain. Et que si on veut relever les défis du futur, on doit être ensemble et se donner les moyens et les structures pour qu'on puisse enfin acquérir une certaine autonomie et une certaine force pour pouvoir s'imposer sur le plan mondial, sans aller dans les délires autres. Je parle, moi, d'entrepreneuriat et je ne parle pas de la grande finance et des grandes banques. Et voilà. c'est vraiment beau et c'est vraiment bon ce que vous dites. Parce que moi personnellement, je suis en train d'apprendre parce que je me suis dit, je lâche pas l'affaire, même si j'y arrive pas, mais il faut que je continue à avancer. Je crois toujours à ça. Et moi, je suis dans l'équipement. J'ai voulu apporter justement pour les athlètes de haut niveau, que ce soit dans le judo, que ce soit dans la boxe, que ce soit dans le foot. On a organisé des formations pour permettre aux jeunes coachs de s'assumer dans le fitness parce que c'était ça qui était très demandé, notamment du côté du Gabon et de Libreville. Donc, il y a une grosse demande au niveau du body parce que les jeunes s'intéressent toujours au body. Mais ce que nous avons constaté, c'est que la plupart des gens, en faisant des formations, en faisant des conférences, nous avons constaté, et par la recherche avec certains médecins et professeurs, nous avons constaté que la plupart des gens ne mangeaient pas en fait. Donc ils tapaient dans leur métabolisme, ils n'arrivaient pas à progresser. Par contre, c'est une très très belle qualité de peau, c'est une très belle qualité de muscle. Mais si effectivement on n'a pas le principe de respecter ce qu'on appelle la dépense énergétique, c'est difficile. Donc on est plutôt sujet à être blessé qu'à faire des belles choses. Donc vas-y, allez-y, pardon. C'est pour ça que la formation est capitale et que je suis en train justement d'organiser le premier symposium sport et santé pour la jeunesse avec des anciens chercheurs de l'INSERM, avec des coachs réputés et calés en France. Et le 25 et 26 novembre, au Pullman de Dakar, on organise un gros séminaire, un gros symposium qui sera certainement parrainé par je dirais
institutions. Et là, on attend entre 150 et 200 coachs, justement pour leur délivrer une première formation de base, et puis enchaîner après sur des formations, notamment avec la méthode Maxet, et sur les formations nutrition, supplémentation, entraînement, traumatologie, et puis réathlétisation après. Yeah. C'est magnifique. On s'en reparlera certainement sur ça. Mais ce que je voulais vraiment faire en vous invitant, c'est de parler avec vous, de mettre les choses, de savoir qui vous êtes. Beaucoup de gens ont entendu parler de la marque, ont entendu parler de ce que vous faites, mais ne vous connaissez pas en tant qu'homme, ne connaissez pas votre histoire. On a lu des choses peut-être sur vous parce que ça passait sur, comme on dit, la toile, ça passait sur le papier, mais on ne connaissait pas l'histoire de l'homme. Et je voulais vraiment mettre l'histoire de l'homme en avant. Je voulais présenter l'homme, je voulais présenter l'homme qui a un moral qui n'est pas pliable, qui n'est pas pliable. Et je voulais prendre connexion et mettre ces bases là. Eric, je ne voulais pas vous garder plus longtemps parce que je voulais mettre ce fondement là et je reprendrai contact avec vous pour organiser une autre rencontre pour parler de ce qui est à venir, de ce que vous déployez et naturellement, s'il y a besoin de pouvoir apporter quelque chose, nous serons là, je serai là et permettre à ceux que les personnes qui peuvent apporter une pierre à l'édifice par le travail que vous faites, la passion que vous êtes et que vous reflétez sur d'autres personnes, nous voulons saluer cela. Peut-être qu'il n'y a pas eu assez de voix pour vous témoigner parce que vous avez dit quand vous étiez dans cette période difficile, vous avez eu beaucoup de gens qui vous ont témoigné de l'amour, qui vous ont témoigné du respect. Peut-être les personnes avec qui vous avez travaillé, qui ont pris d'autres chemins, n'ont peut-être pas eu l'occasion de pouvoir vous parler à nouveau parce qu'elles sont parties dans une autre sphère d'influence. Donc, par la voix de la voix, je me permettais de pouvoir remettre le merci devant, les encouragements devant et de vous dire, vous êtes un grand homme, quel que soit le fait que la France vous a peut-être un peu poussé à faire à travers cette situation, vous êtes en train de rebondir et de montrer la force que vous êtes à travers vos valeurs, à travers votre conviction. Et je voulais saluer cela parce que pour moi, vous êtes un exemple. Et je voulais en même temps vous dire que ce n'est pas la première fois que vous veniez là, ce n'est pas la dernière fois non plus, parce que je vais vous embêter et vous déranger pour pouvoir dire que ce que vous portez, j'ai envie de le multiplier, j'ai envie de le faire connaître aussi, parce que je pense qu'il y a des personnes qui doivent connaître ce que vous portez et garder surtout la bonne information, surtout divulguer la bonne information pour permettre à ceux que nous fassions les bons gestes. Les bons gestes, c'est la vie, les bons gestes, c'est la santé et il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, j'ai envie de vous passer… C'est l'amour pour son prochain. Yeah. Je vais vous laisser le mot de la fin. Voilà, une dernière chose déjà, pour le mot de la fin, si tu permets. Oui. Déjà, j'aime la France, j'aime mon pays, la France. Franchement, du fond du cœur. C'est là où je suis né, j'aime mon pays. C'est un pays qui est magnifique, mais malheureusement, nos hommes politiques et la politique qu'on a suivie et qu'on a menée ces dernières décennies a fait que ce pays s'est délité. Ça, c'est la première chose. Donc, j'aime mon pays. Je suis un paysan, je suis un homme de la terre, donc j'aime ma terre, j'aime mon pays. Mais mon pays a changé. Mais mon cœur est toujours, bien sûr, en France. Mais comme j'aime mon pays, je ne pouvais pas rester là-bas et passer mon temps à le critiquer et à l'insulter. Donc, je préfère partir et me mettre au service d'une autre terre. Et je ne suis pas ici en Afrique comme un mécène qui va ouvrir et qui va donner des vannes et qui va assister tout le monde. Je suis là et c'est ce que j'explique bien, pour aider des jeunes et des moins jeunes à entreprendre, à aller de l'avant, mais à travers leur travail, leur implication. Je ne suis pas la sécurité sociale et le pôle emploi de France qui arrive en Afrique. Au contraire, je suis là pour leur montrer la voie du travail, la voie du courage, la voie de la persévérance, et que c'est à travers ces actes et ce travail qu'ils vont mener qu'ils seront fiers de pouvoir évoluer et gagner. Et la dernière chose, tu as soulevé quelque chose tout à l'heure en me disant merci, j'en suis reconnaissant, mais c'est un des faits aussi, tu sais, en 30 ans, dans toute ma vie d'entrepreneur en France, j'ai jamais eu un seul merci, jamais. Que des jalousies, des critiques et autres.
ici en Afrique, je suis dans la rue et les gens me disent merci pour ce que vous faites pour le Sénégal, merci pour ce que vous faites pour notre pays, merci ce que vous faites pour les jeunes, merci ce que vous faites pour notre discipline. Ce n'est pas mon ego, mais j'ai le sentiment au moins d'être utile et d'être reconnu pour ce que je suis, quelqu'un qui tend la main et qui aide et qui travaille avec les gens sur le terrain. Et ça te donne des ailes. Tu vois, c'est fort. Merci. Et quand tu vas à Réfane, à Jolof, dans les villages où je me couche en train de manger le tiboudienne ou le yassa avec les gens où ils ont à peine d'électricité, etc., et que je danse comme un blanc, comme un toubab, et que tout le monde rigole et se fout de moi en rigolant dans le bon sens du terme, ben voilà, tu vois, mon bonheur, il est là en fait. Et Yeah. ça vaut plus que toutes les milliards et les millions de la Terre. Yeah. Merci beaucoup, Eric. Je suis flatté d'avoir partagé ce moment et je voulais partager aussi cela avec quelqu'un qui traversait une difficulté, quelqu'un qui avait peut-être son état d'esprit qui était bouleversé par ce qu'il voyait, par ce qu'il subissait. Je crois que c'était important qu'il entende ou que les gens entendent le témoignage qui était le vôtre pour pouvoir dire que tout n'est pas fini. Les choses sont en vous. Quelle que soit l'adversité, il faut toujours s'accrocher, il faut toujours peut-être changer de position pour regarder un angle différent et de pouvoir déployer, c'est vous qui l'avez dit tantôt, à travers cette grosse difficulté que vous avez eue, vous n'avez pas regardé aux pertes, mais vous avez pris soin des vôtres, vous êtes encore plus soudés, vous avez dit que c'est mieux d'être ensemble, c'est mieux de recommencer et de changer son fusil d'épaule parce que vous avez des compétences, vous avez effectivement perdu énormément d'argent, beaucoup de gens, mais vous avez, c'est que de l'argent. J'ai la santé et de Je l'amour. retiens ça, c'est que de l'argent. Et merci encore. Et je vous dis à très bientôt sur notre plateforme. Et je vous dis à très bientôt pour ceux qui regardent. Bonne soirée. Et j'espère que ce témoignage portera son fruit, peut-être une graine, mais que vous pourrez déployer derrière pour pouvoir réaliser des choses. Ne baissez pas les bras. Eric, merci encore. Je te remercie et je remercie tous les gens qui nous ont suivis. Et je leur envoie toute mon énergie, mes vibrations positives et beaucoup d'amour parce que c'est quand même la chose essentielle sur Terre aujourd'hui. Merci. À très bientôt. Bye.